Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, dans Fais voir ta région, on va parler de crémation animalière avec l'ouverture d'une nouvelle structure à Nyon, aujourd'hui même, lundi 5 mai. Et on va ensuite parler de sport avec des courses, du cyclisme, mais aussi de la motoneige. Je vous pose ici et je vous retrouve tout de suite. Fais voir ta région du lundi 5 mai, c'est parti! Tout d'abord, une actualité de notre district, puisque c'est aujourd'hui même, le lundi 5 mai, qu'ouvre un crématoire animalier à Nyon. Après Seon, Dubendorf et Bâle, la nouvelle antenne du leader suisse de la crémation animalière est le fruit d'un investissement de 4,35 millions de francs. Elle est dotée des dernières innovations technologiques en matière de crémation. NRTV a pu aller visiter les lieux en avant-première. On regarde tout ça. Bonjour Simone, ça y est, le crématoire est tout prêt d'ouvrir, on est les premiers à visiter, c'est ça? C'est ça, ça fait 10 ans que je travaillais pour ce projet et puis je suis vraiment très contente d'être juste avant l'ouverture. On va ouvrir le 5 mai. D'accord. Et tout est prêt ou pas encore? Dedans, on est prêt, oui. Il y a encore quelques travaux à l'extérieur qui sont en train de se finir, oui. Alors, la salle d'accueil? Salon d'accueil, oui. Les gens, ils ont la possibilité de rester un moment quand ils ont, par exemple, assisté à une crémation. Pour un chat de 4 kilos, c'est à peu près 45 minutes de temps d'incinération. Alors, il faut compter une bonne heure d'être chez nous. Et puis après, les propriétaires, ils ont la possibilité de repartir avec les cendres directes. Comme sur le même modèle et votre ADN qu'on avait d'ailleurs visité à Zurich. C'est exactement ça, oui. On a vraiment fait notre succursale ici à Nyon, comme on a déjà à Seon et puis à Dubendorf et à Villensdorf-Bâle. Oui, c'est ça. Là, c'est le cœur de notre crématoire. Le four de crémation. La plupart des animaux qu'on va incinérer, c'est chiens et chats. Après, il y a aussi tout type petits rongeurs. Les gens ils pensent toujours qu'il n'y a plus que la poudre qui sort du four, mais ce n'est pas le cas. Ça se présente comme ça. Il a fallu former le personnel ou c'était du personnel qui était déjà formé? Non, bien sûr que non. C'est nous qui formons le personnel. Vous pouvez vous imaginer, c'est un boulot très particulier. On n'en trouve pas des personnes avec déjà une formation. Pour le moment, on a 3 personnes qui travaillent côté administratif, accueil des gens, et puis 2 personnes dans le côté technique. Comment est-ce qu'on devient collaborateur au crématoire animalier de Nyon? Alors, pour moi, j'ai juste postulé. Ça fait 4 semaines que je suis ici et c'est vraiment super. Mais c'est vrai que c'est un travail, on se dit spécial au début. Mais une fois qu'on est dedans, c'est pas si bizarre que ça. J'ai dû tout apprendre, tout le processus en fait. Donc là, le four est en train de fonctionner? Oui, là, on est en train d'incinérer, oui. On pourra incinérer entre 25 et 35 animaux par 8 heures de travail à peu près. La plupart des animaux que nous on incinère, on va les chercher près des cabinets de vétérinaires et puis ils sont entreposés là jusqu'au moment de l'incinération. Vous ouvrez la semaine prochaine et pourtant, on voit qu'il y a déjà des animaux. Comment ça se fait? C'est l'effet que ça fait bien que plus que 15 ans qu'on est sur le marché de la Suisse romande. On a déjà des animaux, des vétérinaires de la Suisse romande. C'est pour ça qu'on voulait absolument venir en Suisse romande, d'être plus proche des propriétaires. Là, on va voir notre assortiment de urnes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est tendance en ce moment? On a un véritable Röstigraben entre la Suisse romande et puis la Suisse allemande. En Suisse allemande, c'est vraiment à peu près 50% urne et puis 50% caissettes en bois ou sachets en tissu qui sont choisis. Et puis en Suisse romande, c'est genre 90% caissettes en bois. Alors là, on est dans la partie technique du bâtiment. Oui, là, on voit notre système de filtration ultra moderne. Là, le grand récipient, c'est un échangeur de chaleur. Qu'est-ce qui sort à l'extérieur?
plus grand-chose. On filtre 99,7% des émissions, ils sont filtrées. C'est un peu la crainte des gens, c'est que finalement, il y ait des émanations qui soient dangereuses pour la santé. Vous pouvez garantir aujourd'hui une sécurité à 100% avec ce système ? Oui, parce qu'on est contrôlé très, très, très strictement. On est soumis à des ordonnances suisses et cantonales qui sont très, très strictes. Cette construction du crématoire ici à Nyon, qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? C'est une première ? Alors oui, c'est une première. Les enjeux, c'était principalement technique, de comprendre effectivement les besoins de l'utilisateur et de toute la technique qui va avec. Et après de rentrer ça dans le cadre légal et relationnel avec le voisinage. Est-ce que c'est des projets qui sont soumis à plus de réglementation que d'autres ? Plus de réglementation, non. On doit répondre à un besoin dans un quartier qui le permet. Et au niveau réglementation, il n'y a pas d'autres contraintes hormis la pollution de l'air, mais c'est des usages assez usuels. En tant que bureau d'architecte, justement, est-ce que vous avez eu peur que ce projet entache votre image, votre marque ? Joker. Mais vous vous êtes posé la question ? Alors, oui, on s'est posé la question. Mais non, a priori pas, dans le sens qu'on a aussi affiché notre logo à l'extérieur. Et on assume finalement la décision, on assume le mandat qu'on a pris avec le crématoire animalier suisse. Et là, à l'extérieur, j'imagine que ce sera le jardin du souvenir. C'est exactement ça. Là, on voit encore les travaux. On aura la tombe commune et puis les cendres des animaux incinérés, des incinérations collectives. Les récipients, ils auront la capacité pour une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Simone, vu qu'on est à l'extérieur, j'avais une petite dernière question. On a beaucoup parlé de cette piste cyclable qui était très attendue ici au bord de la route. Est-ce qu'elle est là ? Je crois pour le moment, elle n'est pas encore là, mais nous, on a bien laissé la place et puis il y aurait la possibilité de la réaliser. Passons maintenant au sport avec du cyclisme. Ce week-end s'est conclue l'épreuve reine du cyclisme dans la région, le Tour de Romandie, avec le triomphe du Portugais Joan Almeida à Genève. Mais le cyclisme chez nous, c'est aussi le Tour du Pays de Vaud. L'édition 2025 se tiendra du 22 au 25 mai prochain. Avec notamment une étape à Sancergues qui promet du spectacle. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Witz, directeur de la course, et Bruno Bourda, responsable tourisme et communication de la commune de Sancergues. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Bonjour. Bonjour, prenez place. Merci de nous accueillir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Alain Witz, le Tour du Pays de Vaud 2025, dont on voit l'affiche à l'écran, s'élancera le 22 mai prochain. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de son parcours ? Alors le parcours, il est un petit peu différent d'il y a quelques années, puisque en 2017, on était déjà venu à Saint-Cergue. Alors le parcours, c'est Saint-Cergue et on va descendre la route blanche sous conduite qui sera à l'intérieur du village. Et puis, nous allons aller sur Ginchin, on va faire Trélay, Loing, Bursin. Et là, on va faire la Côte du Mollard après avoir passé Tartenien. Et on va faire cette boucle 2 fois. Et puis, on va refaire une petite boucle qui est direction Saint-Euyen-Gimel. Ce qui fait qu'on va faire un parcours qui va être approximativement 111 km. Donc là, c'est bien l'étape du 24 mai, l'avant-dernière. Exactement. Cette épreuve. Elle commence et se termine à Sancergues. Voilà. On y reviendra tout à l'heure, plus précisément. Mais les autres étapes, on part d'où cette année ? Alors cette année, le grand départ va se réaliser à Lausanne, donc sur le bas de la ville, avec un départ à la place de la Navigation, une arrivée au château d'Ouchy. Le lendemain, c'est Éclépant, donc également une étape en boucle, Éclépant. Le samedi, on est à Saint-Cergue et le dimanche, ce sera Écublens. Donc cette année, les villes départ sont les villes d'arrivée aussi. Exactement, ça c'est un petit peu la consigne aujourd'hui que nous avons également mis en œuvre, c'est de faire des boucles parce que c'est beaucoup plus facile à sécuriser. Et puis ça permet aussi, surtout aux villes-étapes, d'organiser quelque chose qui a une certaine durée dans le temps. Comme ça permet de faire aussi une fête, de faire venir les gens, et voilà. Alors justement, Bruno Bourda, ça sera la fête à Sancergues le 24 mai. Quel est le menu de cette journée ? Alors oui, ce sera effectivement une belle journée sportive qui s'annonce, puisque nous avons
pas mal de sociétés locales qui nous suivent et qui vont proposer diverses animations, notamment autour du vélo. Donc avec le Léman Racing Club, donc un club qui est bien ancré sur le bassin lémanique, qui va proposer une découverte de cette activité-là avec des simulateurs dont je tairai le nom par rapport à différentes marques, et puis d'autres sociétés qui seront aussi présentes pour des parcours de maniabilité en VTT, donc pour justement être à l'aise avec son vélo. Nous aurons également le parc naturel régional du Jura vaudois qui sera à nos côtés pour de la sensibilisation autour de cet environnement naturel, mais aussi autour de la mobilité douce. Pas mal de sociétés qui seront là pour proposer des petites buvettes, des petites restaurations, des jeux de précision. Et puis ça se terminera la journée sous un concert de Papette & Co. sous le chapiteau. Donc l'objectif, il est effectivement de pouvoir être fort en matière d'animation. Toute la journée, donc. Toute la journée, puisque le départ, il se fait à 14h30 Exact. à Saint-Sergue. Donc on aura la chance effectivement d'avoir les coureurs qui seront en parcours sous conduite à l'intérieur du village, donc pour aller un petit peu découvrir cette petite particularité, ces petites routes. Et donc nous, on souhaite justement garder le public présent durant toute l'après-midi pour pouvoir les encourager aussi à l'arrivée et les féliciter, bien entendu. Il n'y a pas si longtemps, vous aviez communiqué sur le fait qu'il vous manquait quelque chose encore dans l'optique de l'organisation de cette journée du 24 mai. De quoi il s'agit? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Qu'est-ce qui vous manque? Alors oui, c'est toujours d'actualité, effectivement, puisque ça nécessite quand même pas mal de logistique, du barriérage, de la sécurité. On a cette fameuse route blanche qui sera empruntée à la montée et à la descente. Donc ce jour-là, elle sera fermée entre 13h30 et 18h. Avis aux motards. Avis aux motards, avis aux transfrontaliers, aux habitants qui veulent monter ou qui veulent descendre. Voilà, entre 13h30 et 18h, il y aura donc un contournement qui sera proposé par Arzier. Mais du coup, durant cette période, nous aurons besoin de signaleurs pour pouvoir assurer la sécurité déjà dans cette portion de route, route blanche, où il y a pas mal de chemins qui peuvent être empruntés par des VTTistes ou des personnes qui vont randonner. Et donc d'avoir des plantons qui puissent être signalés sur cet espace-là et pour arrêter les personnes pour que ça n'entrave pas la bonne pratique des sportifs, surtout à la descente où ils vont aller vite, et à la montée où il faudra là pour les encourager. Donc ce sera les bienvenus effectivement d'avoir ces personnes-là. Donc oui, on est en recherche de bénévoles pour assurer cette sécurité routière, pour assurer également le montage et démontage du village, puisque du coup, nous allons avoir différents stands qui vont pouvoir être proposés, différentes animations. À ce jour, on est à une trentaine de bénévoles. On en attend une dizaine encore. Et puis, s'il y a des partenaires ou des sponsors qui souhaitent rejoindre l'aventure, c'est encore possible. Il y a encore de la place dans le village, sur l'aire d'arrivée, des partenaires et des marques, de manière à pouvoir créer des animations autour de la dynamique sportive du vélo. D'autant plus qu'on est en plus dans le mois Suisse Bouge. Donc, du coup, si on peut comptabiliser des heures, ça permettra à Saint-Sergue d'exister et de challenger. On peut s'adresser directement à la commune? Tout à fait, c'est ça? Exactement. Auprès de nos services. Qu'est-ce que ça représente en termes d'investissement pour la commune, un événement de cette envergure? Alors financier, humain, technique, logistique, c'est assez important. On parle de plusieurs dizaines de milliers de francs. Donc on ne va pas être loin d'avoisiner les 50, 60 même, un peu plus, à voir en fonction de la fin de cette journée, puisqu'on est aussi très météo-dépendante, en fonction du nombre de visiteurs qui pourront être là, qui pourront venir participer aux animations, à encourager ces athlètes, ces coureurs, mais aussi à consommer local pour l'occasion. Et en termes de retombées pour la commune? Eh bien, c'est des retombées médiatiques, d'attractivité, c'est sûr, non négligeables. On est là aujourd'hui, on vous remercie en tout cas. Et ça montre aussi une dynamique qui est là de vouloir accueillir des événements, des festivités et à vouloir partager un village, une passion, des activités. Alain Witz, cette étape, elle pourrait faire la différence dans l'optique du classement général. Qu'est-ce qui a présidé à son tracé? Quels étaient les critères pour vous, puisqu'on peut parler d'une épreuve, peut-être l'étape reine du Tour? Absolument. Normalement, c'est l'étape reine.
mais elle a été compliquée parce que malheureusement, nous avions prévu de faire 2 voire 3 passages sur la ligne d'arrivée, c'est-à-dire de descendre et de remonter. Finalement, ça n'a pas pu se faire. Nous n'avons pas eu les autorisations de la police cantonale. Donc la route ne pouvait pas être fermée concernant cette route qui va sur la France. Donc on a dû trouver une solution pour ne pas pénaliser l'organisateur local, pour que ce soit quand même quelque chose de viable, et puis surtout qu'il puisse organiser quelque chose de festif. Donc en fait, l'idée, c'était effectivement que cette étape reste une étape importante parce qu'il y a un dénivelé qui est énorme. C'est vraiment un gros dénivelé, puisqu'on a 2 fois le Châtelard en bas sur Tartonien, et puis le Mollard, pardon, et puis surtout cette arrivée finale, ces 7 kilomètres de montée qui vont certainement créer aussi là un coureur qui sera certainement le meilleur du Tour. Mais je crois que dans le fond, on a réussi finalement à faire un parcours qui tient la route, comme on dit. Combien d'inscrits, combien de participants à ce Tour du Pays de Vaud? Alors, on aura 140 coureurs. Donc ça, c'est déjà bien, puisqu'on a carrément 2 coureurs de plus que le Tour de Romandie. C'est rigolo, mais c'est exceptionnel. C'est un beau peloton. C'est 23 équipes nationales. Non, 20 équipes nationales, puis le reste, ce sont des équipes régionales. Le Tour du Pays de Vaud s'était déjà arrêté à Saint-Cergue en 2017, notamment avec 2 demi-étapes dont on voit quelques images. À l'époque, c'était le Norvégien Andreas Leklesund qui était en jaune. C'est un coureur qu'on a ensuite vu chez les pros, notamment porter le maillot rose sur le Tour d'Italie. C'est des bons souvenirs. Ah oui, c'est des bons souvenirs, comme je le disais récemment, c'est que effectivement, notre récompense à nous, c'est de voir ces jeunes sur notre épreuve, et ensuite de les retrouver dans les pelotons professionnels. On en a quelques exemples, voire même des Suisses, et ça, c'est vraiment notre fer de lance, notre passion aussi. On voit là quelques images de l'édition 2024 maintenant. C'est donc, on le rappelle, le Tour du Pays de Vaud est une épreuve qui est réservée aux juniors, et on compte à son palmarès de nombreux noms qui sont ensuite devenus très connus. Je citerai notamment Fabian Cancellara, Michael Scher, Marc Hirschi ou encore Matthias Schellmoser. Pour ne citer que, parce qu'il y en a bien d'autres. Ça fait 28 ans que vous êtes directeur de cette épreuve. C'est vraiment un découvroir à pépites. Moi, je pense que c'est nécessaire dans n'importe quel sport. Il faut ce passage-là dans des épreuves inférieures. Et comme ça permet déjà de rencontrer d'autres coureurs, de vivre la course avec d'autres nations. Et c'est le but et le rôle de notre épreuve, c'est de permettre à ces jeunes de venir sur une étape qui est dite importante, mais surtout difficile. C'est la Coupe des Nations. Ouais. Donc c'est les meilleurs juniors du monde. Donc c'est ça qui fait qu'on a des coureurs qui émergent et qui sont ensuite notre plaisir dans les courses professionnelles. Vous aviez, à regret j'imagine, dû annuler 3 épreuves, 3 éditions en 2020 et 2021 pour cause de Covid, et en 2023 pour des raisons financières. Est-ce que ces soucis sont derrière vous désormais? Complètement. Ils sont derrière nous, il y en aura certainement d'autres, parce que c'est comme toujours. Mais l'important pour nous, c'était de trouver un logement moins coûteux que ce qui nous était proposé. C'était pour cette raison qu'en 2023, on a préféré stopper, prendre le temps à la réflexion pour pouvoir trouver des solutions. Donc il y avait ce problème de logement, et puis la sécurité, puisque malheureusement, mais heureusement pour les coureurs, on doit augmenter encore la sécurité, on doit fournir à ces jeunes une garantie par rapport au parcours que l'on propose, et puis surtout par rapport à la sécurité, c'est les motards, c'est la gendarmerie, et ça a un coût aussi. Donc maintenant, on sait qu'on a fait le bon choix, on a trouvé des nouveaux partenaires qui nous permettent de voir l'avenir plutôt rose. On l'espère, enfin jaune. Ou jaune, ou vert, la couleur du tout. Ou vert. Bruno Bourda, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en vue de l'épreuve, de l'étape du 24 mai, j'imagine, au-delà du beau temps? Eh bien, au-delà du beau temps, effectivement, c'est qu'on a une belle fête qui soit
partager avec les cyclistes, l'organisation, la collectivité qui accueille cette manifestation, les habitants qui viennent découvrir ces activités autour du vélo, qui leur donnent envie peut-être justement d'en faire un petit peu plus, puisqu'il y aura l'ECA aussi qui sera là. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de partenaires qui ont envie de mettre en avant cette manière de se déplacer, de se faire du bien, où aujourd'hui on est dans une société où on a besoin aussi de se reconnecter avec son bien-être. Donc voilà, je pense que ce sera une belle fête s'il y a tous ces éléments qui sont réunis et si on a une joie de partager cette passion pour le sport et du deux roues. On croise les doigts aussi pour que le ciel soit clément. Pour vous, j'imagine que ça, c'est quelque chose sur laquelle vous n'avez absolument pas prise. Non. Il faudra faire avec. Absolument. Messieurs, je vous remercie de nous avoir rendu visite. Je vous souhaite une bonne étape le 24 mai, une bonne épreuve dès le 22. Merci à tous deux d'être venus. Merci à vous pour votre invitation. Merci beaucoup. Dans la deuxième partie de l'émission que nous avons enregistrée la semaine passée, on va aussi parler de course, mais cette fois sur la neige et avec un moteur, avec la présence de la pilote de motoneige Samantha Gilleron. Mais avant ça, c'est le moment des résultats sportifs du week-end. Au menu de ce jeu 7 match du 5 mai, une nouvelle de rugby. D'abord, il n'y aura malheureusement pas de play-off de Ligue Nationale A pour le Nyon RC. Le tenant du titre s'est incliné samedi sur la pelouse d'Avuzy lors du match décisif. Les Nyonnais auront tout de même l'occasion de soulever un trophée cette saison le 14 juin prochain face aux mêmes Genevois. Ce sera à l'occasion de la finale de la Coupe de Suisse. On a eu de meilleures nouvelles du côté du Tchoukball où Nyon est allé arracher d'un petit point la victoire chez Val-de-Rue dans l'acte 2 de la finale de Ligue nationale B. Il y aura donc un match décisif ce mardi à Maran. On regarde une petite réaction à chaud. Voilà, c'est fait, on a gagné l'acte 2. On est fatigué physiquement mais vivant mentalement, donc on est très content. Mais un grand bravo à Val-de-Rue qui a fait une belle bataille ce soir. Et ça continue la semaine prochaine. Belle victoire. Rendez-vous mardi 21h15, Nyon-Maran, salle 2, pour l'acte 3, direction la finale. Let's go! Excellente nouvelle aussi du côté du water-polo avec un résultat historique pour les Piranhas. Les Nyonnaises ont battu Lausanne 18-10 et se hissent ainsi pour la toute première fois de l'histoire du club en demi-finale de la Coupe Suisse. Ce sera le 15 juin prochain face à Winterthur. La réaction de Valéria. Ce qu'on a accompli ce soir, c'est le fruit d'un travail d'équipe, d'un travail collectif. Et on savait qu'on avait le potentiel pour gagner, mais il fallait encore le prouver en match. Et c'est ce qu'on a fait. Nous nous sommes bien préparés parce que Lausanne est une bonne équipe. Et au début du match, nous avons tardé à rentrer dans le jeu, mais on a quand même pris le lead les 2 premiers quarts. Et à partir du 3e quart, on a mieux communiqué, ce qui nous a permis de creuser l'écart. Mais surtout, ce match il a donné l'occasion à certaines joueuses plus jeunes ou débutantes de gagner en expérience. Après cette soirée, je suis très contente et très fière. Et je pense que ce match il nous a permis de nous consolider en tant qu'équipe et de gagner en confiance pour les demi-finales en juin. En football, le Stade Nyonnais a obtenu 3 points précieux dans l'optique du maintien en Challenge League en battant Vaduz 1-0 vendredi. Sa deuxième équipe, elle, après sa qualification pour la finale de la Coupe vaudoise face à Gland, est allée s'imposer à Morges 2-0 pour consolider sa 3e place en 2e Ligue. Bure-Saint-Rolpérois a écrasé Grandson 6-0, tandis que Gland et Venoge se sont quittés sur un 1 partout. Du côté de Genelier-Benien, c'était la déception en revanche, après un revers 3-2 contre le leader, Bavois 2, une défaite frustrante pour le coach Xavier Ostrasser. Voici ses réactions. Très frustrante aujourd'hui, je pense. La semaine dernière, on avait déjà fait un bon match contre une équipe qui était un peu comme eux, qui sont devant avec Champagne. Et aujourd'hui, je pense que à la différence de la semaine dernière, on a vraiment le jeu pour nous, on va dire. C'est nous qui avons le plus d'occasions. Eux, ils ont 3 coups de pied arrêtés, 3 goals. Ça fait très mal. C'est dommage. Après, comme je l'aurais dit, on joue les 2 premiers. Ça va être des matchs les plus durs, je pense, maintenant. Le but, c'est tout le monde nous donne perdant, on va dire. Le but, c'est de ramener des points. Et malheureusement, on fait 2 très, très bons matchs. Par contre, il y a 0 point et ça, c'est ce qui fait mal.
Enfin, toujours en football, notons qu'en deuxième ligue Inter, Saint-Pré a signé une 7e victoire d'affilée et Terre Sainte n'a fait que match nul. Les Saint-Préards semblent très bien partis pour viser la promotion. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je sais tes matchs revient lundi prochain. Elle est de Trélay et elle vrombit sur la neige. Son truc à elle, c'est la motoneige, le snowcross pour être précis. Pour parler de sa discipline, mais aussi pour débriefer sa saison, j'ai le plaisir d'accueillir Samantha Gilleron. Bonjour Samantha. Bonjour. Je vous en prie, prenez place. Merci. Comment ça va? Ça va bien. Enfin fini, retour de Suède, donc tout va bien. On va revenir là-dessus pour débriefer votre saison, mais d'abord, j'ai envie de vous poser une question plus générale. Ça vous vient d'où, cette passion pour la motoneige? Mon papa, depuis toute petite, en fait, j'ai eu l'occasion de faire de la motoneige, et puis la motoneige a grandi, moi aussi, et puis ça a été très compliqué de continuer à faire ce sport en Suisse, et c'est là que j'ai découvert la compétition, et ça a été pour moi voilà, la liberté de faire la motoneige et puis de trouver passion avec la compétition, la famille du snowcross. Donc c'est vrai que voilà, une petite passion qui a pris beaucoup d'ampleur dans ma vie. À quel point l'ampleur? J'ai un peu maintenant de la famille un peu partout, donc autant en Italie, en Suède, donc c'est vrai qu'on est là chacun pour les autres, on s'entraide durant les courses, et puis c'est autant un plaisir de faire de la motoneige, de faire de la compétition, et d'avoir en fait ce côté entraide, ce côté familial qu'on retrouve en fait dans ce sport. Alors, je l'ai dit en intro, ça vrombit sur la neige. Avant d'aller plus loin, je vais vous demander de regarder avec moi une petite séquence pour se rendre compte justement de ce que ça représente en termes de puissance, de vitesse, de pilotage et aussi de bruit. On l'a vu, ça va vite, ça saute aussi, on accélère très vite. Est-ce que c'est vraiment très physique? Oui, alors c'est extrêmement physique parce que c'est une machine qui pèse quand même 230-240 kg, donc c'est vrai qu'on a quand même un poids qui est conséquent. Après, il y a toute la chenille en fait, qui va provoquer cette accélération. Donc on arrive vraiment sur des accélérations qui sont énormes. D'ailleurs, on peut le voir au niveau des départs. Il faut savoir que tout le poids est principalement sur l'avant. On est tous les skis décollés au départ. Ah ouais. Donc c'est vrai que de ce côté-là, on a vraiment cette puissance qui est là et puis cette robustesse pour justement gérer les sauts et puis gérer tout. En termes de puissance, justement, ça développe combien? Alors, ça dépend les machines, mais on est entre 130 et 150 chevaux. Après, c'est vrai qu'on peut apporter des améliorations pour plus de confort, plus de puissance. Donc c'est vrai que de ce côté-là, ça varie un petit peu. Ça vous arrive de prendre des gamelles? Oui. Oui, alors là, j'en ai pris une en plus en entraînement lors d'une course, donc c'était pas rigolo. Ça faisait un petit moment que j'arrivais à faire un grand saut, puis je me suis dit, super, j'ai pris confiance, j'envoie, et j'étais trop courte. Donc voilà. Vous avez rebondi sur la bosse? Exactement, j'ai rebondi sur la bosse, donc j'ai eu une douleur au dos, mais rien de bien méchant. Il faut savoir que quand ça m'est arrivé, je savais que mon concurrent, lui, il partait du sol quand moi j'atterrissais. Donc mon premier réflexe, en fait, c'était de me mettre sur le côté. La motoneige, elle a géré son virage, tranquille, voilà. je l'ai laissé partir, elle a bien fini. Et puis j'ai fait le 3e meilleur chrono de la journée sur 8 ou 9, donc j'étais assez satisfaite. Mais c'est vrai qu'elle a laissé des séquelles, donc musculairement, où j'ai quand même mis 3 semaines pour retrouver une aptitude complète. Et mentalement, où ça a été un peu dur cette saison, parce que
j'ai pas eu d'entraînement par la suite. C'est-à-dire que je me suis arrêtée sur la dernière course d'Italie, il y a le championnat italien, et après j'enchaînais les manches du championnat du monde et suisse. Donc c'est vrai que le mental a pris un coup, j'ai envie de dire. Bah, revenons là-dessus justement. Votre saison, elle a été découpée en plusieurs parties. Vous avez parlé du championnat d'Italie. Vous avez remporté la victoire. Oui. Et le championnat suisse également. Oui. Vous avez fait un championnat du monde sur 3 sites, en fait. Vous avez vu du pays. Vous étiez en Finlande, en Turquie et en Suède. Vous me racontez un peu? Alors, bah déjà, j'ai beaucoup aimé la course en Suisse qui s'est passée à l'Aisin. C'était pas trop loin de chez moi, donc c'était bien. On va voir quelques images, justement. Ouais, comment ça s'est passé? J'ai eu beaucoup de problèmes. Parce qu'en fait, la première manche se passe en Finlande. C'est-à-dire comment faire pour monter une motoneige en Finlande. C'était à 2600 km à peu près, à Joensuu, donc à 4 heures de route de Helsinki, pour situer. Et c'est vrai qu'on a cherché beaucoup de moyens et le budget en fait représentait une grosse partie en disant est-ce qu'on part d'ici? Est-ce qu'on fait appel à un transporteur? Et c'est vrai que les solutions ne me convenaient pas. Et j'ai pris contact avec des amis qui ont un pied en fait en Finlande, à Rovaniemi, donc tout au nord. Et là, il m'a dit, écoute, Elias va faire la course, donc moi je prends une machine de secours, en fait, une 3e machine de Elias, et puis tu rouleras avec, mais en contrepartie, tu m'achètes une motoneige. Et la motoneige, je la voulais en Turquie. Et donc ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire que j'ai pu avoir une des motoneiges. Alors malheureusement, Elias, il a eu un accident au début de saison. Donc, j'ai roulé avec sa machine. Sa machine, donc, elle a été faite pour récolter le titre du championnat du monde. Donc, tout était préparé pour lui. Donc, j'ai eu beaucoup de peine à m'acclimater, en fait, à m'habituer à cette machine. Et mon dos n'étant pas totalement en forme après la chute d'Italie, j'ai, comme ce qu'il dirait, un peu limité la casse. Donc, rapporter les points, rester sur la machine et surtout ne rien casser. Pas trop d'attaques, quoi. Voilà, pas trop d'attaques. C'était vraiment en fait ma crainte parce que j'ai eu la machine la mieux préparée presque du circuit. Donc voilà. Et après, c'est un peu paradoxal quelque part. Oui. Et puis après, donc, j'ai retrouvé ma motoneige en Turquie. Donc là, elle a voyagé en camion, donc jusqu'en Turquie. Et en fait, la Fédération internationale moto s'est occupée du transfert Turquie-Suède. Et là, donc, j'ai été la récupérer en Suède en fourgon. Waouh, ça fait une logistique quand même très importante. Oui, alors ça, donc c'est le résumé de 3 semaines de téléphone, de mail, de trouver une solution parce que en plus, Elias, son papa, c'est l'importateur officiel autrichien. Et moi, je suis sponsorisée par l'importateur officiel suisse. Donc, il a fallu trouver le moyen qu'entre ces 2 concurrents au niveau du pays puissent m'aider. Donc, j'y suis arrivée. Ils ont été contents tous les 2. Donc, c'est l'essentiel. Et en termes de résultats, vous êtes satisfaite de vos championnats du monde? Alors, j'ai fait 7e. Je suis super satisfaite. Je m'attendais plutôt à retrouver en fait vraiment le bas du classement, donc presque la dernière place parce que c'est compliqué entre moi qui dois faire des heures de route, qui doit jongler entre les week-ends de travail, les week-ends d'entraînement et les femmes là-bas qui ont presque les circuits derrière la maison. Donc c'est vrai que de ce côté-là, c'est compliqué, mais je suis satisfaite de ma saison et voilà. Parce qu'on imagine facilement que dans notre région, c'est pas possible de s'entraîner facilement. Vous devez à chaque fois vous déplacer. Vous vous entraînez où habituellement? Alors, en Suisse, il y a un circuit qui est en haut d'Yverdon, mais c'est assez compliqué d'y aller parce qu'il y a beaucoup de cailloux, en fait, et il faut une bonne quantité de neige pour y aller, puis comme c'est en basse altitude. C'est assez complexe à ce niveau-là. Sinon, mon terrain d'entraînement, de prédilection, c'est à Formazza, en Italie. C'est entre le Valais puis le Tessin, en 2 mots. Et là, en fait, on peut aller rouler, on peut aller s'entraîner. Et c'est là, en fait, que je me suis entraînée cet hiver, donc 4 fois. Ça fait pas trop d'heures de route, du coup? 4 heures. 4 heures, c'est pas mal. 8 heures aller-retour, ça va. En termes de logistique, vous l'avez dit, c'est quelque chose d'assez lourd. C'est une grosse machine.
Et puis en plus, s'il y a des problèmes administratifs, en plus, j'imagine que c'est pas donné. Mais en termes de finances, ça représente quoi, une saison comme ça pour vous? Alors en termes de finances, c'est environ entre 10 à 15 000 francs. Disons que les 5 000, ça dépend de la motoneige qu'on va vouloir. Là, c'est vrai que j'ai racheté en fait une machine d'occasion qui correspondait au budget que je m'étais fixé. J'ai entre-temps vendu mes 2 motoneiges que j'avais, donc une vieille de snowcross et ma machine actuelle. Donc c'est vrai que ça m'a permis en fait de faire le joint avec tout ça. Après, c'est vrai que niveau voyage, de partir en Suède, ça coûte quand même un petit peu d'argent. J'ai eu la bonne surprise parce que le prix du litre d'essence fait de diesel en Suède est un peu moins élevé qu'en Suisse. Donc ça m'a permis un peu de fausser mon budget, si je peux dire ça comme ça. Dans le bon sens, tant mieux. Vous allez remettre le couvert l'année prochaine? Alors ça, c'est une très bonne question parce que j'ai l'impression que depuis début janvier, d'avoir plongé dans l'eau et d'avoir pas ressorti la tête. Donc pour le moment, je dis ni oui ni non parce que je suis sûre que les amis vont me dire « mais reviens ». Et c'est pour ça que je ne veux pas dire un oui parce que je ne suis pas sûre. Il faudrait que je retrouve une machine qui soit plus adaptée. Et voilà, donc pour le moment, je laisse le point d'interrogation. Je prends encore 2 petites semaines sans snowcross pour voir si oui ou non je veux refaire ou pas. Puis il vous faut aussi un peu de temps pour vous remettre parce que je me suis laissé dire que vous alliez à l'hôpital après cet enregistrement. Oui. Racontez-nous, c'est quoi comme bobo? Alors, c'est le bobo qui date du bobo de la course de Formazza, donc de la finale d'Italie, où justement j'ai mal ratterri, j'étais trop courte sur le saut, puis j'ai mal géré. Au début, ça allait, j'avais pas trop mal en fait au niveau du poignet. Et après, j'ai eu cette douleur en fait constante au niveau du poignet qui s'est mis. Donc, au niveau conduite, ça va. C'est par exemple quand je veux faire une pompe ou quand je veux faire du gainage sur les bras que je ne peux pas. Je ne peux pas mettre de force sur le poignet. Donc c'est vrai que de ce côté-là... Vous arrivez à piloter, à serrer, oui. mais pas à donner Alors de force. niveau force, niveau musculaire, ça va bien. Je pense plutôt à une fracture, mais voilà, je vous dirai après. Ok, volontiers. Parlez-nous un peu de la fédération. Je vais faire le vieux jeu, l'avocat du diable, puis je vais dire, c'est pas un sport de dames. Vous répondez quoi? Viens. Non, alors la fédération, maintenant ça s'est changé. Maintenant c'est Suisse Moto. Et Suisse Moto en fait soutient pleinement le snowcross. Et grâce à lui en fait qu'on a ce championnat en Suisse. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le site internet. Maintenant, il a été mis à jour et puis les photos sont vraiment super. Et en plus, cette année, il y a Suisse Moto Woman qui est sortie. Donc en fait, c'est la partie femmes de la fédération qui va en fait essayer de promouvoir les femmes dans le milieu dans le milieu de la moto. On va aller sur des ateliers mécaniques, sur des stages de moto, et on a vraiment en fait regroupé tous les sports. On a vraiment autant du motocross, du trial, de l'enduro, du touring aussi, et du snowcross avec moi. Donc c'est vrai qu'on a vraiment ce groupe de femmes qui est là pour aider les autres femmes en disant « mais viens, il n'y a pas de souci, tu peux venir, tu seras acceptée ». Et puis après, au niveau du snowcross, c'est vrai qu'on court avec les seniors et ils sont quand même plus gentlemen que les femmes scandinaves du championnat du monde, je dois dire. C'est vrai. Oui. Là, on n'est pas dans le cliché, là. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'hiver prochain? Beaucoup de neige. Ça devient un problème, ça? Vous le constatez au fil des années? Alors oui et non, parce qu'en fait, j'ai l'impression de me plaindre qu'il n'y a pas beaucoup de neige, mais si je compte les week-ends où je n'ai pas touché à la motoneige cet hiver, je crois qu'il y en a 2 ou 3. Donc c'est vrai que de ce côté-là, voilà, ce que je souhaite en fait, c'est peut-être faire promouvoir le sport du snowcross et avoir un peu plus de femmes. C'est-à-dire que les femmes au niveau Europe centrale, il n'y en a plus beaucoup. Et justement, ce serait de dire aux femmes, mais venez, il n'y a rien qui vous empêche de faire de la motoneige, il n'y a que des solutions. Donc voilà. Ce sera le mot de la fin, un message d'ouverture, du coup. Je vous remercie beaucoup de nous avoir rendu visite, Samantha. Merci à vous. À la prochaine. Pas de souci. Bonne journée. C'est fini pour cette édition de Fais voir ta région. On se retrouve pour le sport lundi prochain. Salut!